Je vais vous parler d'Ablain-Saint-Nazaire. Alors c'est un autre cas de figure, c'est une ruine qui a été volontairement maintenue à l'état de ruine. Donc Ablain-Saint-Nazaire au nord-ouest d'Arras, lui il a été sur la ligne de front puisque en fait le village d'Ablain-Saint-Nazaire est vraiment juste au pied de la colline de Lorette. Et c'est là où il y a eu une bataille très importante. L'église avait été classée en 1908. Et vous voyez que c'était une église halle avec un vaisseau central et deux collatéraux qui ont chacun leur couverture à l'époque, et puis une tour qui est même fortifiée. Donc c'est un édifice gothique, probablement 14e et jusqu'au 16e siècle. Enfin. Et donc elle venait d'être classée en 1908. Elle avait déjà été repérée à la fin du 19e siècle. Il y avait un relevé qui avait été fait. Et elle avait un intéressant portail sud en architecture gothique flamboyante. Bon, on voit bien qu'à l'époque déjà, la balustrade présente des dégâts, mais quand même l'édifice était en bon état. Et finalement, donc, voilà ce qu'il en reste après l'année catastrophique dans la région entre octobre 14 et octobre 15, où on devine la colline de Lorette derrière. C'est cette crête que vous avez ici, qui est un point très important au niveau stratégique militaire, bien sûr, qui domine donc tout le bassin minier qu'il y a vers Lens et qui permettait donc d'avoir un point de vue important et de pouvoir surveiller l'ennemi. Curieusement, la démolition que vous avez sous les yeux n'est pas une démolition allemande, ou tout au moins en grande partie. En fait, les Allemands avaient réussi à franchir cette crête en octobre 14 et avaient chassé les Français qui étaient dans cette partie-là. Et finalement, c'est les Français qui ont voulu reprendre cet espace pour retrouver la position sur la crête, qui ont provoqué tous ces désordres et qui ont finalement bombardé leur propre église, finalement. Donc c'est une destruction française, mais ça a été choisi quand même comme un symbole du désastre de cette guerre. Et tout le monde pense que c'est les Allemands, mais en fait c'est l'artillerie française qui a fait tous ces désordres. Donc dès 1920, on commence à restaurer l'édifice, enfin à maintenir l'édifice. On sait déjà qu'on veut le conserver comme symbole, parce qu'on est dans un endroit où il y a eu des batailles très importantes, et je crois qu'il y a eu plus de 100 000 morts. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, mais bon, c'est très important. Et donc, on veut un témoignage, on veut un symbole, et on choisit donc l'église d'Ablain-Saint-Nazaire. Alors, bon, il ne reste plus qu'une partie du clocher, bien sûr. La nef, il n'en reste quasiment plus. Ce que vous avez ici, qui paraît être des petits créneaux, c'est ni plus ni moins que les supports du chéneau central qu'il y avait entre les couvertures. Et donc, un échafaudage en bois qui présente les premiers travaux de consolidation. Les travaux de consolidation qui se déroulent à l'époque, on les voit tout de suite. On reconstruit finalement ce contrefort, ici, à cause du dévers très important du vestige qui est en partie haute. Finalement, le clocher, c'est ouvert en corolle en partie haute, on le devine très bien ici. Il s'est ouvert. On reconstruit ce pilier ici qui permet d'avoir un support intermédiaire à cette brèche, qui est exposé et qui reste en tas de charge et qui se maintient, mais qui nécessitait une consolidation pour reporter tous les efforts sur cet arc qui est conservé. Et on va créer une arase ici en supprimant l'ancien fond de chéneau. Vers l'est, il ne reste quasiment plus rien de l'église. Sur la colline de Notre-Dame de Lorette, on construit donc juste derrière l'église, on construit cette nécropole avec une lanterne des morts ici et puis une petite église qui a été faite par un architecte lillois, couturier, en 1925, inaugurée. Et donc là, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé au fur et à mesure. Un de mes prédécesseurs, M. Waldschmidt, en 67, évidemment, fait la visite, puisque cet édifice, du fait qu'on a voulu le conserver comme symbole,
ben, le propriétaire de l'époque, qui était le clergé, a dit écoutez, vous l'achetez. Hein. Donc je ne sais pas quel est le prix de la transaction, c'est peut-être qu'un franc symbolique à l'époque, mais ça devient une propriété de l'État. Et donc c'est l'État qui était en charge de l'entretien de cet édifice. Mon confrère Waldschmidt fait une visite en 67. Là, un peu plus tard, en 2002, on voit que les arases ont été fraîchement nettoyées. Et le fameux contrefort qui avait été reconstruit en 1920. Alors, je vous fais un petit topo. En fait, pour un architecte, le problème, c'est les plans. Et les plans des ruines, on ne les a pas. Donc, généralement, c'est très difficile de travailler sur des ruines parce que soit on a le plan de l'édifice, mais il ne correspond plus à rien, et soit on a les ruines et on ne sait pas trop comment les maîtriser, faire l'évaluation des travaux, donc il faut un plan. Alors bon, à l'époque, moi, la seule technologie que j'avais pu trouver qui était suffisamment économique pour pouvoir être intégrée dans le cabinet, c'était d'avoir un tachéomètre laser qui me permettait d'avoir différents points, un Smith point qu'on pouvait relier, qui était relié par la machine d'ailleurs, et qui représentait assez bien l'architecture. Donc là, je vous montre, en fait, j'ai pas le modèle 3D, bien sûr, mais vous avez 2 vues 3D du Smith point qu'on arrivait à créer et qui nous permettait de dessiner, tout au moins assez précisément quand même, les dévers, les représentations des assises à partir de ce chemin de points que l'on arrivait à interpréter. En fait, le relevé, le problème, c'est l'interprétation. Vous allez sur place, vous dessinez, vous prenez des mesures. En même temps que vous dessinez, vous interprétez. Et quand vous rentrez au bureau, vous mettez au net. Et cette interprétation, vous l'avez déjà faite en partie sur le terrain. Et vous la complétez sur la table des dessins ou sur l'ordinateur. Là, c'était un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on avait un relevé très précis, une première interprétation. Et on interprétait encore beaucoup plus au bureau. Et maintenant, avec le système de scanner 3D, je vous montrerai tout à l'heure, on se retrouve avec des millions de points, voire 1 milliard de points, et toute l'interprétation est à faire au bureau, parce que rien n'est fait sur place. Voilà les dessins qui en résultaient, et qui nous ont permis de maîtriser et de savoir à quelle hauteur on allait monter, un échafaudage, etc. Alors évidemment, vu d'en bas, une ruine, c'est une ruine qu'on a du mal à appréhender. Et à l'époque, la seule technologie que j'avais à ma disposition, c'était le ballon, un aérostat qui permettait de soutenir un appareil photo. Et donc, quelqu'un venait me faire des prises de vue. Alors, cette prise de vue, et il faut que je la commente, vous avez donc devant les ruines de l'église, et derrière, vous avez la nouvelle église, construite en 1920, 25, 23, je ne sais plus. Et malheureusement, sans les subsides de l'État. C'est-à-dire que l'État a préempté cette église pour pouvoir la conserver en tant que symbole, l'a achetée, je ne sais pas de combien, mais certainement un chiffre symbolique, n'a pas tellement aidé, et même pas du tout, à la reconstruction de cette église. Donc finalement, localement, les Ablénois tournent le dos à cette ruine. L'État ne les a pas aidés pour pouvoir faire cette nouvelle église. L'État les a quand même aidés pour construire les fermes qui étaient détruites au moment de la guerre. Les habitants savent très bien que c'est l'armée française qui a démoli leur église. Cette ruine est quand même assez mal perçue. Et maintenant, c'est une propriété de l'État, et donc l'État a du mal à l'entretenir, et l'État est montré du doigt. Donc en fait, quand on arrive sur ce genre d'édifice, c'est pas très confortable vis-à-vis de la mairie. Surtout que la mairie est au pied de l'édifice, bien sûr. Donc on est assez mal perçu, on est toujours accusé de ne pas faire le nécessaire. Voilà une des autres vues. Donc on voit bien que maintenant le tissu est venu, on n'est plus sur le champ de ruines que vous aviez vu sur les premières photos, qui était vraiment très représentatif. Maintenant, ce vestige témoigne un peu moins quand même de ce qui s'est passé. C'est vrai que la végétation prend ses droits. Et puis voilà, donc le tissu urbain s'agglutine autour. Alors, l'intérêt de pouvoir voir l'édifice vu du haut, c'est quand même que ça nous permet de voir les arases. Alors, là, j'espère que vous n'avez pas le vertige. On voit donc tout l'édifice vu du haut. On voit les rocaillages qui ont été faits par-dessus pour pouvoir protéger les arases. Ici, un petit peu. Par contre, là, c'est resté tel quel.
Et voilà donc ce qui a été fait dans les années 20, c'est-à-dire qu'on met une petite tuile qui fait une petite goutte d'eau, et puis dessus on met une maçonnerie, essentiellement de pierres dures, souvent des pavés de récupération, des pierres un peu plus dures, et du mortier de ciment. Le problème de cette solution-là, c'est que très vite, le ciment, qui est donc un ciment artificiel, ou même si c'était du Portland, il y avait quand même beaucoup de sel dedans, ces sels se dissolvent, pénètrent dans la pierre qui est en dessous, qui, elle, se comporte comme une éponge à cette échelle microscopique, et les sels viennent ici en surface s'évaporer et cristallisent et font exploser la pierre. Donc finalement, la désagrégation que vous voyez ici est la conséquence du ciment que vous avez là. Et ça, c'est un peu partout. Ensuite, cette maçonnerie, évidemment, se disloque parce que les joints finissent par fondre, ou tout au moins, si ce n'est pas le ciment qui fait le mortier, c'est la pierre qui, elle, fond par le même phénomène de désagrégation. Et donc, les joints s'élargissent, la végétation va pouvoir s'y insinuer et va disloquer finalement petit à petit les arases. Voilà la végétation qui vient, le rocaillage et au passage l'ombre de mon ballon qui soutenait l'appareil photo. Voilà donc la végétation, la race que vous aviez vue en 2002, qui était toute propre, la voilà en 2007. Alors là, on est vraiment juste au-dessus. On devine la tour d'escalier en vis, les différentes arases qui sont traitées sur le même principe. Et là, alors cette vue est intéressante. Vous avez derrière la colline de Notre-Dame de Lorette, donc avec l'église, la lanterne des morts, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc la ruine, où on voit très bien que finalement la rase, colonisée par les végétaux, là les parements qui sont colonisés par le lichen, et ici une partie propre, mais bosselée, pardon, qui elle résulte de la désagrégation de cette pierre, sous l'effet des sels qui viennent alternativement cristalliser, dissoudre. Voilà. Et donc toute cette bande-là est une bande de pierre qui est salée, qui ne pourra pas se consolider en tant que telle, surtout si elle est soumise encore à cette alternance de mouillage et de séchage. Voilà donc les phénomènes de dislocation des arases que l'on constate. Et évidemment, donc les pierres tombent. La solution qu'on a mis en place, enfin que j'ai mise en place, c'est celle de protéger systématiquement toutes ces parties horizontales par du plomb. Pourquoi le plomb? Parce que c'est un matériau malléable, lourd. On est là-haut, il y a du vent. C'est donc quelque chose qu'on fixe mécaniquement. Toutes ces pattes-là sont fixées en dessous et c'est pincé. Donc tous ces éléments lourds, pincés, soutenus, viennent couvrir les parties horizontales ou légèrement inclinées et donc chassent l'eau, font en même temps un armier en repoussant l'eau à chaque fois de cascade en cascade. Et donc, vu du haut, on a une sorte de couverture en plomb. Voilà ce que voit l'eau de pluie, finalement, quand elle tombe. Et on voit le phénomène de cascade. Chaque encorbellement est traité. C'est fait par le couvreur, en fait. Et vu du bas, bon, on devine la partie saillante, mais pas plus que celle que l'on avait avec la petite tuile qui faisait une petite goutte d'eau. Et donc, tous ces éléments horizontaux sont habillés comme ça. Ce qui permet de protéger les parties qui sont en dessous, qui peuvent même être des parties contenant du béton ou du mortier. Et c'est le cas de la partie haute, parce que finalement, il y a certaines parties qui étaient quand même très, très solides. Et on a hésité à enlever cet élément de ciment parce qu'il était vraiment si solide qu'on aurait ébranlé tout le reste. On a préféré le conserver et le mettre à l'abri, donc il n'est plus soumis à la dissolution des sels qui sont à l'intérieur. Et donc on l'a conservé en partie haute. Alors évidemment, on apporte du métal sur l'ensemble, et ce point haut n'avait pas de paratonnerre. Je pense que la ruine avait dû prendre au moins 5 ou 6 coups de foudre depuis qu'elle est ruine, donc il lui manquait un paratonnerre, c'est ce que l'on a mis ici, pour pouvoir conduire les charges électriques et éviter évidemment les explosions de pierre. Voilà un petit peu le travail de couvreur qui est fait, ici sur une assise qui est un peu plus rectiligne. Et vu du bas, ce que l'on voit, vu du bas rapproché bien sûr, on voit ce phénomène de protection qui a été mis en place, et vu de loin ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on ne voit rien, on voit simplement la pointe du paratonnerre là-haut, bien sûr. Le contrefort ici est resté tel quel, voilà. Et donc reste à traiter les arases ici, puisque moi je n'avais à traiter que le clocher.
Alors, finalement, sur cet édifice, on y retourne tous les 15-20 ans. Quand j'ai fait le calcul, 1951, 67, 83, 87, 2010, en plus, il faut dévégétaliser. Je ne connais pas les prix des interventions qui ont été faites antérieurement, mais en équivalent de 2018, je pense qu'on était aux alentours au minimum de 100 000 à 150 000 euros. Moi, l'opération qui a été menée en 2010 représente 230 000 euros de maintenant. Donc, en fait, en 70 ans, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent d'une campagne de couverture sur un édifice, on devait approcher les 5 à 600 000 euros. C'est-à-dire que 5 à 600 000 euros pour un édifice de cette taille-là, c'est le prix de la couverture tel que je vous l'ai décrit dans les travaux antérieurs. On aurait pu refaire une couverture complète sur cet édifice. Donc, autrement dit, les coûts d'entretien d'une ruine comme celle-ci sont quasiment équivalents à un édifice couvert normalement et sain. Et finalement, on a un ordre de grandeur qui s'en rapproche. Donc le coût du maintien d'une ruine est vraiment du même ordre de grandeur que du maintien d'un édifice dans des conditions habituelles, avec sa couverture et ses façades. Et qui plus est, qui peut être utilisé. Donc la ruine, c'est ce que je dirais tout à l'heure à la fin, c'est vraiment une condition un peu instable dans la restauration. Voilà, donc je passe sur un autre édifice qui est proche de celui-ci, Mont-Saint-Éloi. Alors Mont-Saint-Éloi, c'est un peu au nord d'Arras, c'est un peu en dessous d'Ablain-Saint-Nazaire. Là aussi, on était sur la ligne de front, mais c'est une ruine qui a une histoire différente. Et à ce titre, c'est assez intéressant à évoquer. Alors, Mont-Saint-Éloi, Mont-Saint-Éloi, en fait, à l'époque romaine, ça s'appelait le Mont Blanc, parce qu'il y avait des carrières en partie haute. C'est une éminence qui est au nord de Arras. Et il y avait même un fanal, donc les Romains, sur la voie romaine, puisque c'est une voie romaine, mettaient des points lumineux qui servaient à guider le voyageur. Et donc, cette partie qu'on appelle Mont-Saint-Éloi est une partie très haute. Et au sommet de cet édifice a très vite été construit une abbaye avec un édifice du XVIIIe siècle très imposant, qui comportait 5 niveaux au niveau du massif antérieur, une église en croix latine avec des bas-côtés, des chapelles rayonnantes, édifice du XVIIIe avec une architecture classique, une voûte en berceau. La voilà donc au XVIIIe siècle. Et évidemment, à la Révolution, cet édifice est abandonné, l'abbaye est confisquée, et l'édifice sert de carrière. C'est-à-dire qu'un démolisseur s'en sert comme d'une carrière, et beaucoup d'édifices d'Arras, je pense, sont construits à partir des pierres de cette abbaye. Et donc, le démolisseur démolit le plus facile, c'est-à-dire il commence par le chœur, la nef, et démolit très vite l'ensemble. Il ne restera finalement que le massif antérieur que vous devinez ici, cerclé de rouge, et les bâtiments qui étaient tout autour ont été démolis en même temps au fur et à mesure. En état de 1833, voilà ce qui restait. En 1867, l'édifice, la partie la plus difficile à démolir, est toujours en place. Et en 1867, la carrière est abandonnée. Enfin, le démolisseur n'existe plus, bien sûr, et la carrière est un peu abandonnée. Tout est à l'abandon. Et ça a quand même des allures romantiques. Et donc, la commission des monuments historiques est est contactée pour voir si on pourrait la protéger. Et elle estime que les vestiges sont dépourvus d'intérêt, donc ne le protège pas cet édifice. En 1900, les premières photos montrent vraiment le massif antérieur tel que l'on avait, avec ses 5 niveaux, un niveau toscan, un niveau dorique qu'on devine ici, hein, et puis, un niveau donc dorique ici, on devine, ionique, corinthien et composite. Et donc cette ruine a quand même une belle allure, et à nouveau, on va soumettre cette ruine à la commission des monuments historiques. Et au fil du temps, donc, il y a quand même un intérêt. En 1902, le propriétaire, qui probablement est l'équivalent du département donc, à l'époque, fait une première campagne de restauration sur la partie la plus exposée de ce massif antérieur, donc la partie sud.
on devine l'échafaudage qui est en place. Et à nouveau, on soumet au classement cet édifice, parce qu'évidemment, on aimerait bien pouvoir avoir une participation de l'État. Et après un premier refus en 1913, un second refus en 1914, le classement n'est pas réalisé. Et on arrive à la guerre. Donc évidemment, c'est ce que je vous disais pour Arras, tous les points hauts, il n'y a pas tellement d'aviation, donc tous les points hauts sont systématiquement visés pour pas que l'ennemi puisse percevoir l'avancée des troupes. Donc toute cette partie haute est vraiment la cible des artilleries. Là, c'est plutôt des artilleries allemandes, bien sûr. Et on voit ce qui reste déjà de ce massif antérieur. Là, sur la gauche, vous avez un état 1914, je pense, où on a encore un 5e niveau ici, qui ne va plus exister après. Il n'existe plus sur la photo de droite. Voilà, en 1915, on a pratiquement la ruine telle qu'on la connaît maintenant. Donc, au bout d'un an de combat, voilà. Alors, là, j'ai mis cette image-là sur la droite parce que c'est une image de la propagande, finalement. Je pense que le photographe n'était pas venu sur place. Il a dû prendre une vieille photo où l'édifice était avec ses 5 niveaux et il a fait un montage, comme on pouvait le faire à l'époque, en exagérant énormément la ruine. Vous avez l'état réel en même temps et la photo telle qu'elle a été réalisée pour montrer vous avez le texte en bas, tour de l'ancienne abbaye qui furent détruites après un bombardement de plusieurs mois qui coûta fort cher aux Allemands. Voilà, donc il y avait vraiment le patriotisme qui était mis en avant en exagérant la ruine. 1920, l'édifice est enfin classé. Il a été classé en 1919. Et là, donc, les travaux, disons, raisonnés sont mis en place. On commence par les parties basses. On les poursuit donc sur une première tour, une seconde. On passe aux parties hautes. Tout ça en 2-3 ans. On consolide. En 1924, on est encore... Et en 1955, on termine par le portail qui est en partie basse. Et ensuite, on fait un saut en 1990, où un de mes prédécesseurs donc, revient sur les travaux de 1922, c'est-à-dire 70 ans après, il faut y revenir. On est vraiment dans la périodicité qu'on constate pour Ablain-Saint-Nazaire. Au bout de 70 ans, il faut y revenir, et on refait les mêmes parties, les mêmes arases, qui sont désagrégées et qu'il faut traiter. Et donc, moi, je suis arrivé en 1992, 93. Alors, à noter que l'édifice se voit quand même vraiment de très loin. Là, c'est pratiquement une vue au téléobjectif, vue à la sortie d'Arras. Et ça, c'est la même vue, mais de l'autre côté, vue à partir du nord, où on voit vraiment que le mont Saint-Éloi est vraiment un mont et les vestiges sont très, très prééminents. Voilà donc l'état que l'on peut constater de l'édifice. À noter que les 2 premiers niveaux, donc l'étage Toscan et l'étage Doric, étaient entièrement en grès, jusqu'au niveau du chapiteau. Et la partie haute est entièrement en pierre en craie locale, donc une pierre plus fragile. Et là, colonisée par les algues, les lichens. On devine les arases traitées en ciment. Et il y a quand même dans ces ruines un intérieur, un vestige de voûtement dans les tours. Et voilà, donc je vous refais le même topo avec les vues aériennes. C'était bien pratique, donc on a continué pour voir les parties hautes. Alors maintenant, on ferait ça avec des drones, bien sûr. Maintenant, mais bon, là, c'était un ballon. On devine le fil là, qui tient le ballon. Et donc le même système, les arases. Là, c'est des pavés carrément, des pavés avec un mortier. Et puis les petites échelles de mortier. Voilà, vous avez en gros plan. Alors ça, c'est la nouvelle église l'église de la reconstruction aussi, mais l'église du village. Et donc la partie sommitale traitée avec du pavé et du ciment. Même phénomène, désagrégation en partie basse. Tout ça, c'est devenu savonneux, ça se désagrège. Là, on a tout à fait le même cas typique, les arases ciment, migration des sels, alternance séchage, mouillage. Et voilà, au-dessous, ça va. Enfin, ça va. C'est colonisé par le lichen, mais c'est stable.
Évidemment, les joints sont dégarnis, donc la végétation envahit les ruines. Même topo, là il faut mesurer. Alors on mesure les ruines, on fait des jolis dessins à partir des relevés. Et les travaux démarrent en 2010. Alors donc, vous voyez, ça met beaucoup de temps. Là, on est sur un édifice qui appartient, on ne sait pas trop, ça n'a jamais été vraiment tranché. C'est peut-être le département, c'est peut-être l'État, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais enfin, ils se sont mis d'accord quand même pour financer. Et l'État a participé à hauteur de 50%, je crois, ou 40% aux travaux de restauration. L'autre partie étant financée entièrement par le département. Et la ville, elle, n'était pas du tout concernée, puisque en fait, elle n'était pas propriétaire, ce n'était que sur son territoire. Donc, c'est l'État et le département qui ont organisé les travaux. Et là, dans cette opération, on était déjà dans une opération différente. Le maître d'ouvrage n'était pas l'État, c'était le département, mais ils ont quand même pris l'architecte en chef des monuments historiques. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher des travaux. Donc là, on voit qu'on change les pierres qui sont désagrégées. En dessous des arases, on comprend très bien. On refait aussi des parties sculptées qui étaient désagrégées. Et le même topo, c'est-à-dire on fait une couverture plomb. Finalement, on fait une couverture plomb sur toutes ces arases. Vu du haut, on a l'impression d'avoir une unité d'une couverture. Curieusement, ça ressemble au cabanon qui est à côté. Et les parties qui présentent encore un intérieur, que j'ai volontairement voulu abriter de la pluie, parce que tous ces parements intérieurs comportaient d'anciens enduits qui n'étaient pas tous partis. Et le fait de laisser l'humidité, l'eau rentrer sur des parements qui n'avaient jamais été prévus pour être à l'air libre, il fallait le protéger le maximum que l'on pouvait. Donc finalement, j'ai prévu de mettre des lanterneaux sur les oculi qui existaient encore dans les tours. Et je me suis inspiré en fait d'une couverture d'un escalier du XVIIIe siècle qui avait été réalisé sur un château dans le nord de la France pour réaliser ces lanterneaux. Et donc on les a mis en place pour pouvoir permettre de couvrir ces éléments qui étaient à l'origine à l'intérieur et qu'on a voulu conserver à l'intérieur. Il a fallu faire des consolidations importantes quand même. On devine très bien ce qui s'est passé sur cet arc. Toute cette masse ici portée sur cet arc. À droite, on n'avait pas de problème de transfert des charges, mais à gauche, c'était un peu plus délicat. Sachant que sur la gauche, que vous voyez de l'intérieur, il y a une tourelle d'escalier. Donc en fait, on n'a pas du tout de masse pour reprendre le poids, la poussée de la voûte, qui est chargée énormément par cette masse. Il n'y a pas de contrebutement ici, et en plus, on n'a pratiquement pas de matière. Donc on était vraiment dans un état très instable. Et donc ce qui a été imaginé, c'est de forer complètement en travers ici. Je crois que le forage fait 11 mètres. Et de faire des forages complémentaires pour pouvoir consolider, remailler, recouturer cet ensemble. À noter, toute la maçonnerie de grès avait des mortiers avec une incorporation de briques et qui donc lui donnait un aspect rosé pour pouvoir mieux s'harmoniser avec la teinte naturelle du grès. Et ce rejointoiement est d'origine, c'est-à-dire que ça a été réalisé comme ça au XVIIIe siècle. Par contre, dans la partie haute qui est complètement en pierre, là on a un rejointoiement qui est de la couleur de la pierre. Et là on devine donc les arases en plomb que l'on devine un petit peu, quand on est assez proche bien sûr. Et voilà donc l'ensemble réalisé à la fin. Donc là, on est vraiment dans une ruine qui est une double ruine. C'est une ruine déjà à partir de la Révolution, qu'on a hésité à classer comme vestige. Et alors, je ne sais pas ce qui aurait été la politique à l'époque de revenir à l'état de la ruine antérieure ou de conserver la nouvelle ruine qui a été créée par la guerre de 14-18. Bon, je pense que là, le fait que le classement soit fait après, ils ont classé l'état de la ruine de 1914. Donc, il n'y a pas eu de question. On est resté donc sur cet état de 1915. Le montant des travaux, vous l'avez en bas, donc 1,9 million en valeur 2018, pour des travaux qui ont duré 2 ans, avec des échafaudages à 50 mètres de haut environ. Voilà donc les ruines de Mont-Saint-Éloi, qui sont une ruine
volontairement conservée en ruine, mais qui était déjà une ruine antérieure. Donc c'est assez intéressant. Je vais passer maintenant sur un autre édifice. L'église de Requigny. Alors là, on est dans le sud du département du Pas-de-Calais. On est vraiment à la frontière avec la bataille de la Somme. On est vraiment dans la partie plane là, de la Somme. Et en fait, ce village qui avait 700 habitants à l'époque, au moment du conflit, a été entièrement rasé. Il restait, vous voyez, les seules photos que j'ai pu trouver, c'est ça. J'ai même pas la photo de l'église de Requigny. Je ne sais même pas à quoi elle ressemblait. Elle n'était pas protégée. Il n'y a pas de photo. Donc, si quelqu'un a des photos de l'église de Requigny, ce serait intéressant de communiquer. Mais moi, j'ai pas de photo de cette église. Donc, lorsqu'il s'est agi de reconstruire l'église, il y a eu un concours en 1928. Donc, ça s'est mis en place tout doucement quand même. On est 10 ans après le conflit. Et c'est un architecte qui n'était pas connu, qui est même resté peu connu, qui est Jean-Louis Sourdeau, qui conçoit un projet. Alors c'est difficile à définir. Moi je dirais que c'est un peu constructiviste. Ça rappelle un peu ce qu'est les recherches russes en 1920. Il mêle aussi la brique, le béton, la pierre. Et puis, il a un plan particulier. C'est presque un plan centré, mais ce n'est pas vraiment un plan centré. Là, on devine le centre. Et puis, ici, il crée des grandes poutres diaphragmes ajourées. Il met à 45 degrés des chapelles, les fonds baptismaux. Il met le clocher à 45 degrés. Il fait un chœur dans une des branches du plan centré. Là, il y a comme un artexte. Et puis ici, il met un couloir pour aller à la sacristie. Enfin, c'est vraiment un plan très particulier. En élévation et en coupe, c'est aussi très particulier. Les poutres qui sont ajourées, qui dessinent le carré de la travée centrale, sont vraiment imposants, entièrement en béton, dont l'état de surface est vraiment traité volontairement, bouchardage avec un listel qui est laissé pour détourer tous ces jours. Et vraiment un travail assez important quand même. Alors, cet architecte est connu pour avoir fait aussi l'église, alors je ne me souviens plus du nom exactement, à Marseille, Saint-Louis à Marseille. Et donc, on reconnaît un peu sa patte à 45 degrés, mais l'église paraît plus sage finalement, avec son dôme. Elle est finalement beaucoup plus sage que l'église de Requigny. Et l'église de Requigny donc démarre en 1929. Alors, c'est affecté à l'entreprise Brooke, qui traite pour 580 000 anciens francs. Alors, j'ai fait le calcul. Alors, maintenant, avec Internet, c'est facile. Il y a des sites qui permettent ça. Ça représenterait 360 000 de nos jours. 360 000 euros. Autant dire que de nos jours, pour traiter une église comme ça à 360 000 euros, je ne sais pas comment on pourrait faire. Donc là, vraiment, ça a été traité au rabais, j'ai l'impression. Je pense que la qualité de ce qui a été réalisé est à la hauteur de ce qui a été payé finalement, si vraiment c'est les chiffres réels du coût de la construction. En 1930, l'église se termine. Alors vous voyez qu'on devine très bien l'étage sous-bassement finalement, entièrement en briques, avec un peu de pierre, un peu de béton, je vous montrerai, et tout le clocher ajouré, évanescent, en béton armé. On devine au passage qu'il y a des joints de coulage, parce qu'en fait, ça avait été fait à partir d'un seul moule, enfin, un seul coffrage qui était monté d'1 mètre à chaque fois. Il y a pratiquement 1 mètre entre chaque élément. Et ça, c'était resté visible sur l'édifice. En 1950, alors là, ça commence déjà à se désagréger. Vous voyez que les espèces de meneaux que vous avez ici, parce qu'en fait, ça symbolise presque une fenêtre haute gothique. Ces meneaux commencent à tomber. Ils sont tellement fins qu'ils finissent par tomber. Et en 2001, voilà l'état de l'édifice. Il n'y a pratiquement plus qu'un seul meneau. Et puis, tout le béton ici se désagrège. La brique, évidemment, les jointoiements n'ont pas été refaits. Les pignons découverts qui sont en ciment posent le même problème de désagrégation vis-à-vis de la brique qui est en dessous. Donc tous ces pignons découverts provoquent des problèmes sur les façades. L'intérieur
qui est quand même encore à l'abri. Vous voyez bien l'architecture telle que je vous l'ai décrite à travers les dessins, mais vous voyez en photo maintenant. Donc les grandes poutres ajourées en carré, sur un plan carré, qui portent sur une maçonnerie de briques, avec des appareillages différents et des briques de différentes couleurs. Des vitraux sertis au plomb, mais aussi des dalles de verre, donc sertis avec du béton, pour les deux roses. Évidemment, déjà des problèmes d'altération qu'on devine ici. J'aurai l'occasion d'y revenir. Aussi des dalles de verre qui s'altèrent, malgré l'épaisseur. Curieusement, cette couverture est une dalle en béton inclinée, qui porte sur des caissons. Donc c'est le raidisseur de ces dalles. Et l'ensemble est incliné. Les caissons, les fonds de caissons, il les avait peints en rouge. Et ça sert de support à la couverture, mais de support direct des tuiles. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà l'état du béton sur les parties hautes du clocher. Alors là, autant vous dire que par moment, l'enrobage, il est inexistant quasiment. Maintenant, c'était vraiment très, très, très proche. En plus, l'épaisseur du béton, je vous le montrerai, était vraiment très faible. On devine très bien les joints de reprise des coulages. Voilà. Ça, c'était une marque de fabrique, en fait, sur cet édifice. Voilà l'état de délabrement, 70 ans après. Bon, c'est sans commentaire. Hein. Voilà les parements de briques. Évidemment, les joints ont disparu, la végétation arrive, les arcs tombent parce qu'il n'y a plus de joints. La collecte des eaux se fait mal, vient pourrir les angles. Voilà ce mur qui se démolit, la tourelle d'escalier, les fameux meneaux. Voilà. Donc l'état dans lequel était l'édifice. Alors évidemment, tous ces éléments tombaient sur la chaussée. Et évidemment, ça a fait beaucoup de bruit quand même. Et en même temps, l'édifice présentait un intérêt. Donc il y a vraiment un questionnement sur cet édifice. Alors évidemment, le journaliste a trouvé la formule, ça classe ou ça casse. Et puis finalement, on a classé et puis on a cassé. Vous le verrez tout à l'heure. Donc vraiment, cet édifice posait vraiment des tas de problèmes. Si bien que le préfet a très vite, le moment où je crois qu'il y a eu un accident, c'est-à-dire qu'il y a un élément de béton qui est tombé sur la chaussée, un élément important. Et donc là, vraiment, il y a eu une volonté du département, enfin du préfet d'intervenir. Et là, vraiment, l'imposition de la démolition s'est précisée. Alors, avant de démolir, il fallait quand même relever cet ensemble. Donc là, en fait, c'est une image d'un scan 3D. Les premiers scans 3D qui étaient disponibles, on avait fait faire un relevé pour avoir le maximum d'informations sur cette modénature avant de la démolir. Alors là, on a affaire des millions de points. Autrement vous dire que tout ça, il faut l'interpréter après avec les logiciels, etc. Donc, en fait, toute l'interprétation se fait au bureau. C'est pratique, mais lourd. En plus, il faut des machines surpuissantes. Donc, on a pu faire des dessins à partir de tout ça. Et donc, la démolition du clocher a été acceptée par les monuments historiques. Et donc, on a envisagé donc, de déconstruire ce clocher. Avec l'espoir de le reconstruire, l'ensemble avait été évalué. Et malheureusement, le village de Requigny, qui était de 700 habitants avant la guerre, n'était plus que de 280 habitants. Je crois qu'il y a encore 280 habitants. Donc c'était hors de proportion d'une commune comme celle-là. Donc avant que l'opération de reconstruction se mette en route et de restauration même de l'édifice, il a fallu vraiment mettre les différents partenaires au même niveau pour pouvoir enclencher l'opération. Et là, j'avoue que la commune est peut-être petite, mais Madame le maire, c'était Madame le maire à l'époque, était vraiment une femme très, très énergique. Et elle a secoué l'ensemble des élus locaux et même peut-être nationaux pour pouvoir inciter tout le monde à financer cette opération. Donc, en novembre 2001, la démolition est actée. Et la démolition démarre en mars 2012. En fait, c'est une déconstruction. Les éléments ont été démontés avec l'aide d'une grue et tronçonnés et mis au sol.
Donc voilà, ça a été très vite, hein, en même pas une semaine, je crois que tout était par terre. Voilà l'état du clocher. Alors au passage, on voit très bien que le béton, quand on parle d'enrobage 3 cm, là, il n'y a pas 3 cm. Là, il y a peut-être 5 cm, donc il était impossible d'enrober un acier là-dedans. Donc vraiment, l'entrepreneur de l'époque, il avait vraiment mis le minimum du béton, hein. On voit très bien ce qui s'est passé. On voit les joints de coulage et le coffrage réutilisé à chaque mètre. Les éléments au sol. Évidemment, donc tous ces éléments-là, il a fallu protéger. Et puis en même temps, déposer les derniers vitraux, les dernières verrières, et faire une sorte de cocon en attendant des jours meilleurs, en attendant qu'un financement veuille bien arriver. On est en 2003, 2002, 2003. On protège les dalles de verre, on protège les arases, et on attend, on fait le gros dos, jusqu'au moment où on pourra peut-être avoir le financement. Donc voilà ce qui a été fait. On met un paratonnerre. Oui, c'est quand même, malgré que l'église n'ait plus de clocher, c'était quand même le point le plus haut du village. Donc on met un paratonnerre. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la dalle de couverture. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est l'extrado de la dalle de béton avec les caissons. Et les tuiles sont scellées sur le béton. Impossible de changer une tuile sans casser l'autre, sans sa voisine. Impossible de changer une tuile. Et quand une tuile est cassée, parce qu'il y a un élément de béton qui est tombé, ça fuit. Donc la seule solution, c'était de mettre provisoirement un peu de bitume, un peu de mortier, voilà, de calfeutrer comme on peut. Les arases de ciment étaient toutes fissurées, évidemment. L'eau pénétrait, les sels pénétraient, voilà. Donc là, lorsqu'il a fallu commencer, évidemment, par la couverture, une fois qu'on a commencé au moins à protéger l'édifice, les financements pour pouvoir protéger l'édifice restant ont été vite acquis quand même, eh bien finalement, on a pris la solution de mettre une charpente, enfin tout au moins un voligeage, un chevronnage et un litonnage sur cette couverture existante. On n'a même pas démoli les tuiles parce qu'elles étaient intimement liées à la maçonnerie. On les a considérées comme le support et on a percé à travers ces tuiles pour fixer le bois. On s'en est servi comme du béton. Donc les opérations futures s'étonneront peut-être de voir en dessous une couverture, mais ils comprendront assez vite, je pense, qu'on ne pouvait pas changer les tuiles. Voilà, donc on a commencé par la couverture très vite. On a remis une tuile mécanique de l'époque, enfin tout au moins qui s'en rapprochait, parce que évidemment on n'a plus tout à fait les mêmes teintes, on n'a plus tout à fait. On a quand même retrouvé des briques à peu près concordantes, et on aurait fait les éléments saillants, les gargouilles en béton armé, et on a surtout protégé toutes les arases en ciment avec du plomb. Voilà, donc les arases qui sont reprises. Évidemment, comme on avait des pignons découverts assez importants, le rehaussement de la toiture ne se perçoit pas du tout. Donc de ce côté-là, on était un peu tranquille. Et on a commencé petit à petit à restaurer les façades. Donc vous avez un avant-après. Voilà les façades qui sont en cours de restauration. Ensuite, on s'est penché sur les vitraux pour fermer toutes les baies, les principales, les dalles de verre. Alors, les dalles de verre présentaient vraiment des problèmes. Alors, une dalle de verre... Sur les vitraux, lorsqu'on fait une remise en plomb, on dessertit tous les verres, et puis on les nettoie, on les ressertit avec un nouveau plomb, on refait les panneaux, on les fixe. Mais avec les dalles de verre, qui sont des dalles, vous voyez, quadrangulaires, comme ça, maintenues par une structure en béton armé ou métallique, les dalles de verre, il faut dessertir pareil, parce que tous ces éléments en ciment qui tiennent le verre, qui fait environ 3 cm d'épaisseur, donc on a une dalle de 3 cm d'épaisseur, qui même parfois est armée, donc dans les parties les plus grosses, il y avait des armatures, et ces armatures étaient même saillantes par endroits derrière, pour pouvoir avoir un fer à l'intérieur, avoir suffisamment d'épaisseur pour pouvoir mettre un fer. Donc, il a fallu faire la même chose, c'est-à-dire dessertir toutes ces dalles de verre. Donc, ça veut dire faire un poncif où on met le dessin de l'ensemble des petits morceaux de verre, des tesselles, là. Et en fait, on enlève le béton d'une manière mécanique en essayant de préserver au maximum le verre.
Heureusement, le béton qui a été mis était vraiment très fragile et ça s'est très bien déroulé. On a réussi à sauver un maximum de verres. Et par contre, il y avait des vers, les vers, je crois, jaunes et verts, qui, eux, vraiment, pas les verts, non, peut-être pas les verts, mais les jaunes, vraiment se délitaient complètement. Donc il a fallu vraiment remplacer quelques dalles de verre. Mais en gros, 90% des éléments de verre ont été réutilisés et reposés à le même endroit. Et on a réutilisé un mortier. Alors, comme disait M. Delcourt, c'est des mortiers fibrés, donc qui permettent d'avoir une tenue homogène. Mais on a tenu quand même à avoir à l'intérieur les mêmes reliefs, là où ils avaient été réalisés pour pouvoir incorporer une armature métallique. Mais on a quand même tenu à avoir de restituer cette surépaisseur qui n'avait pas d'utilité réellement puisqu'on était dans un béton fibré, mais qui avait une utilité, disons, graphique à l'intérieur lorsqu'on avait un éclairage de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà donc les dalles de verre restaurées, la tourelle d'escalier qui vient d'être restaurée et le début du travaux de reconstruction du clocher. Alors, pour la reconstruction du clocher, évidemment, on s'est orienté assez vite vers la solution d'une structure préfabriquée. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà l'aide du fait qu'on avait ces joints de coulage très, très marqués d'1 mètre de haut. On a imposé que dans la préfabrication, ce soit des éléments d'1 mètre de haut qui soient posés et qui permettent de constituer les 4 pylônes aux 4 angles. Évidemment, on a réépaissi à la bonne épaisseur les pylônes. On a essayé de réserver à chaque fois les épaisseurs suffisantes pour avoir un enrobage confortable, puisqu'on avait quand même conçu de restituer les parements en béton laissés bruts comme ils étaient à l'origine. Le problème des meneaux, ils faisaient 10 cm de largeur. Donc, autrement dit, sur un meneau qui fait quand même, je crois que c'était 10 mètres de haut, le flambement était très important avec 10 cm de largeur. Donc, il fallait les épaissir. Et finalement, on a fait la solution que faisait l'architecture gothique lorsqu'elle faisait des meneaux, c'est-à-dire qu'on a effilé le devant et l'arrière, et en faisant une sorte de meneau ronflé, ce qui permet d'avoir une arête visible de faible épaisseur. Et comme on ne le voit jamais vraiment de face, on avait une impression de plus grande finesse. Donc voilà ce qui a été conçu pour ces meneaux. Et l'atelier de préfabrication s'est mis en route. Alors, ce qui a été imposé aussi à l'entreprise, c'est de casser les joints qui étaient ici. Parce qu'évidemment, on avait une arête parfaite. Maintenant, on sait faire du béton. C'est une arête parfaite. Et volontairement, j'ai demandé à ce qu'elle soit cassée pour qu'on puisse remettre un mortier de la même teinte, mais qui montre le joint de coulage tel qu'il était traité au moment où il a été réalisé en 1930. Alors, ces obus ici, ce sont les parties sommitales qui étaient traitées avec des petites planchettes et qui ont été réalisées de la même manière. Évidemment, le béton est un béton blanc à la base qui est coloré pour se rapprocher le plus possible du béton d'origine, qu'on avait pu récupérer, bien sûr, quand même, et recouper pour avoir sa teinte. On a coulé les éléments des marches, on a recoulé les éléments de la claustra de l'escalier central. Tous ces éléments-là ont été refaits à l'identique, le meneau avec son épaississement. Et la dalle support de ce clocher a été entièrement refaite. On devine sa faible épaisseur, son armature vraiment dérisoire, et on a refait la croix avec l'oculus central qui était existant, avec le même principe de coffrage, avec les planches, les mêmes largeurs, les mêmes disjointoiements de ces planches qui permettent d'avoir des petites balèvres au niveau des joints. Les joints cassés ici, volontairement, et l'enfilage comme un collier de perles à travers une structure qui était à chaque fois vissée, donc précontrainte finalement. Les 4 piliers sont précontraints et raidissent l'ensemble. On a restauré les cloches, pardon, il y en avait plusieurs. Elles étaient chez Madame le maire dans un hangar, on les avait été récupérées. On les a reposées et on les a refixées. Alors ces cloches ne battent pas, elles sont simplement frappées. Et c'était ça, cette solution qui avait été faite dès l'origine. Il n'y avait aucun mouvement il n'y avait aucun joug, il n'y avait aucun mouvement de la cloche. Donc là, on est sur la partie sommitale. Les cloches sont reposées, les moteurs de frappe sont mis en place. Au passage, vous voyez ici un petit filin qui a été mis en sécurité parce qu'on craignait quand même que cet élément-là rentre en résonance
Il est certain que c'est un élément fin dont le léancement est très important et qui a tendance au vent à vibrer. Et il est certain aussi que c'est la mise en résonance de ces éléments qui provoquait certainement des amplifications des mouvements. Donc on a mis à un endroit qui était judicieusement choisi, pas à la moitié, mais à quelque chose qui désharmonisait la fréquence pour pouvoir créer une coupure dans la fréquence de résonance de ces éléments et assurer un meilleur maintien. D'ailleurs, j'ai rien inventé parce que quand je compare l'architecture gothique, vous avez à droite les flèches de la cathédrale de Reims, on voit bien que les armatures existent. Nous, on en a créé aussi. Et on voit bien l'inspiration de l'architecte qui, avec ses meneaux, se rapproche finalement, et puis les parties ajourées des remplages que l'on voit ici. Donc il y avait quand même une liaison. Et puis les effets de pyramide et les gables que l'on rencontre sur l'architecture, on les retrouve un petit peu ici. Voilà l'édifice terminé. Les travaux ont duré 8 mois, je crois. La reconstruction. Alors évidemment, on en a profité pour intégrer l'électricité, l'éclairage et faire sonner à nouveau les cloches qui n'avaient pas sonné depuis 35 ans, je crois. Voilà le montant de l'opération. Vous avez le détail par les démolitions, la couverture, la façade. Le total fait 2,6 millions de maintenant, de 2018. La restauration des vitraux. Donc à comparer aux 360 000 euros de 1929, vraiment ça laisse très dubitatif. Alors, là je fais un petit tableau un petit peu de réflexion générale sur ces campagnes de reconstruction. Je parle de la reconstruction, je vous parlerai de la restauration après. En fait, on s'aperçoit... Alors j'ai fait un petit tableau récapitulatif, vous avez les édifices et les ensembles pour vous mettre un peu les idées en tête. Et j'ai fait 3 colonnes: restitution, maintien en l'état, donc à l'état de ruine, ou une création pure. Et puis la notion de symbole. La notion de symbole est attachée à l'audience qu'avait l'édifice à cette époque-là, au moment de la reconstruction. Et la notion de vue principale ou secondaire, la notion de cachet ou de vue, tout ça entre en ligne de compte dans la décision. Pour Arras, 95% des immeubles, des places, ont été refaits à l'identique, quasiment à l'identique, les mêmes décors, les mêmes modénatures. Et il y avait une notion de symbole très importante. Les gens qui habitaient avaient vraiment besoin de se réincarner, que l'esprit de la ville se réincarne dans cet édifice. Et il était hors de question que d'envisager autre chose. Alors, ça n'a pas été le cas partout. Par exemple, Béthune, qui a une reconstruction aussi d'une place, les façades sont des façades art déco. Mais à Béthune, le contexte est différent. Les maisons n'étaient pas toutes identiques, n'avaient pas une sorte d'ensemble, ne formaient pas un ensemble qui s'était enrichi au fur et à mesure. C'est le cas d'Arras, on l'a vu, des maisons en pont de bois, petit à petit régularisées, transformées en maisons en pierre. Voilà. Donc il y avait une symbiose qui s'était créée, un esprit. Et c'est cet esprit qui demandait à se réincarner. C'est ce qui a été fait sur 95% des places. Il y a quand même eu environ 5% des immeubles qui sont une pure création. Vous avez en tête encore l'image que je vous ai montrée. Vous avez les 3 pignons qui avaient été chapeautés par un seul grand pignon au XIXe siècle et qui ont été retrouvés sous forme de 3 pignons identifiés pour chaque immeuble. Il y avait des immeubles qui étaient en léger retrait, qui ont été remis à l'alignement, donc ce sont des créations pures. Il y a des réalignements de niveau de fenêtres parce que le propriétaire derrière avait 3 immeubles. Donc il y a des choses qui ont été réalisées en création pure. Alors je dirais c'est pas une création qui sort de l'épanelage de la place, c'est plutôt un pastiche, il faut le comprendre comme ça, mais c'est quand même une création à la base. Le beffroi, c'est la même chose. L'esprit de la ville devait se réincarner dans ce beffroi. Il était hors de question de passer à autre chose que le même aspect du beffroi. Et ça formait un ensemble avec les places qui étaient l'écrin de ce beffroi. Le beffroi avait été le premier classement dans la ville d'Arras. Et donc, il était hors de question de passer à une autre solution que la restitution. C'est ce qui a été fait. Mais on voit bien que c'est une restitution d'une peau, d'une enveloppe. C'est une forme. Ce n'est pas l'ensemble de la maçonnerie a été réalisé différemment. La structure intérieure est une pure création et contemporaine de la technique de l'époque.
en béton armé. Même si un peu de béton armé vient en façade pour soutenir la maçonnerie, l'ensemble de l'enveloppe est vraiment une restitution. Pour l'hôtel de ville, les façades principales, c'est vraiment une restitution aussi, avec ces deux arrière-corps de part et d'autre qui sont en néo-renaissance. C'est vraiment une restauration à l'identique. Mais par contre, les façades secondaires, c'est une création pure. On l'a bien vu, le style éclectique a été abandonné, et c'était même dans l'esprit du classement, puisque je vous ai indiqué qu'on avait volontairement oublié ces façades secondaires pour les remplacer par d'autres façades qui étaient en devenir. Et puis, évidemment, le problème des ruines. Alors, Ablain-Saint-Nazaire, Mont-Saint-Éloi, évidemment, ça c'est un symbole, mais qui a été un peu imposé. Moi, je le ressens comme ça maintenant. Quand je vois Ablain-Saint-Nazaire qui tourne le dos à ces ruines, on sent bien que pour les habitants, c'est une imposition qui a été faite. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, je pense qu'il y a une sorte de cicatrisation qui se fait dans le temps. Et ces ruines ne symbolisent plus réellement ce qui s'est passé. D'abord, le contexte, les abords, vous l'avez vu, cette végétation abondante, et les maisons toutes propres. On n'est plus sur le champ de ruines, on n'a plus la même perception. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce qui s'est fait... le nom m'échappe un instant. Au Radour sous Glane, sur Glane, où c'est le village détruit par les SS en 1944 qui est conservé à l'état de ruine entièrement. Mais là, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui est cohérent. Là, la ruine est un peu isolée, c'est un objet qui maintenant finit par tomber dans l'oubli. C'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le bas, c'est-à-dire que le symbole disparaît. Il en est de même du Mont-Saint-Éloi, on ne sait plus très bien quel est le symbole. Est-ce que c'est la ruine, mais on l'a oublié, la ruine de la Révolution, finalement, de la carrière qui s'est faite, et la guerre qui est venue se rajouter une couche à cette ruine. Donc c'est une nouvelle ruine. Là, évidemment, on n'a pas restitué l'ancienne ruine, on est resté à la ruine actuelle. Il y avait un problème de coût aussi, vous voyez l'édifice, l'importance de son ampleur. Donc là, c'est un maintien, mais un maintien figé, un maintien presque obligé, parce qu'on ne sait pas trop comment faire autrement. On ne va pas la démolir, on poursuivrait les démolisseurs de la Révolution, ou bien on oublierait la guerre de 14. Donc on est gêné. Mais ce symbole n'est plus perçu comme un symbole de la guerre 14-18. Tout au moins, il disparaît petit à petit. Il se cicatrise un petit peu. Et puis enfin, il y a la création pure à Roquigny. On n'est pas sous les feux des projecteurs. On est dans un petit village qui a été rasé. Il faut une église, on fait un projet. Il est payé au moindre coût et on a quelque chose qui est certes très audacieux. C'est un jeune architecte qui permet de s'exprimer, mais par contre, il est desservi par la technique. Le béton est vraiment très, très défectueux. Mais heureusement, peut-être c'est un retour des choses. C'est ce qu'a fait l'architecte qui finalement a fait renverser la vapeur, c'est-à-dire que si ça avait été un édifice quelconque, je pense qu'il aurait été détruit et reconstruit avec une autre création peut-être. Mais là, ce qui avait été remarqué dès le début, c'était que l'architecte avait fait une œuvre un peu hors des sentiers battus, sans antécédents, sans descendance. Et c'était important de conserver cet édifice. Donc il avait été repéré avant qu'on envisage de démolir. Et c'est ce qui fait que ça l'a sauvé et qu'il y a eu une reconstruction de la reconstruction finalement. Voilà un petit peu, je vous fais un tableau un peu synthétique de comment je perçois les choses à travers ces restaurations. Alors, on pourrait faire presque le même tableau pour ce que j'ai fait moi derrière, puisque finalement, moi, dans la plupart des cas, j'ai fait un maintien en l'état existant, mais de l'état de la reconstruction. Souvenez-vous, les façades, j'ai simplement nettoyé, j'ai changé pierre pour pierre, j'ai sculpture pour sculpture. Et puis, on a simplement varié quelques teintes de menuiserie, mais on n'a pas fait grand-chose de plus. Et il n'y a pas eu vraiment de création, il n'y a pas eu de création du tout. Pour la restauration du beffroi, il n'y a pas eu de création. On a remplacé le béton qui était pulvérulent pour un autre béton, mieux enrobé. Même dans les parties saillantes, on n'est pas revenu à un état antérieur avec de la pierre. On a conservé le béton, donc c'est un maintien dans l'état actuel qui a été privilégié. On a simplement fait un ajout de peinture à l'intérieur, on a fait quelques petites modifications, l'évacuation des eaux, etc. Mais on n'a pas fait de retour en arrière ou bien simplement de création pure derrière. Alors,
pour les façades secondaires et les nettoyages, c'est les mêmes cas de figure. Par contre, pour les ruines, là, on fait une sorte de création d'un nouveau système de protection. Enfin, quand je dis nouveau, c'est avec une technique ancienne. Le plomb, c'est vraiment l'époque médiévale, on couvert même à l'époque antique. Donc, en fait, c'est une technique ancienne qui est remise au goût du jour sur ces édifices. Et Rocquigny, on l'a refait à l'identique, on a fait un maintien en état. Donc, finalement, les opérations de restauration de la reconstruction, c'est plutôt dans le droit fil d'un maintien des dispositions telles qu'on les rencontrait, avec très peu de retours en arrière, si ce n'est des retours en arrière qui semblent dictés par les conditions sanitaires de l'édifice et qui, dans ces cas-là, vous le voyez, ont surtout privilégié des techniques éprouvées, le plomb, le bois, et les retours vers des formes géométriques plus simples et avec des profils hydrauliques dans les chéneaux plutôt que des fonds plats, etc., etc. Donc en fait, on a fait des retours antérieurs lors des restaurations dans les cas où finalement c'était le béton qui était exposé, qui avait été un matériau très important à l'époque et qui, mis dans des situations qui visiblement, au bout de 70 ans, ne sont pas favorables à son maintien, où là, il y a eu un retour en arrière. Et surtout, ça s'est fait avec des techniques plutôt tournées vers le passé, puisque c'était des techniques anciennes, le plomb, le bois. Voilà. Voilà, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez poser. J'espère avoir été clair.